Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la Guilde des scénaristes, Secret de scénariste, épisode 2. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans les locaux de la Guilde des scénaristes. Alors, pour rappel, la Guilde des scénaristes, c'est l'unique syndicat des scénaristes en France qui représente plus de 350 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. L'objectif de ces vidéos est simple, chaque mois nous vous proposons une plongée en profondeur dans le processus créatif des meilleurs scénaristes français. Comment écrit-on un scénario? Comment on se forme? De quelle façon on perce dans le métier? Quelle est la réalité du métier de scénariste en France? Et tout ça grâce aux interviews des meilleurs scénaristes professionnels français que nous aurons la chance de rencontrer ici même et dont les films sortent en salle ou en DVD. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir non pas un, mais deux scénaristes français, Juliette Salle et Fabien Suarez, à l'origine de films comme Spirou, Mes Trésors et la trilogie Belle et Sébastien, dont le troisième opus sort prochainement en DVD et Blu-ray. À l'origine, Belle et Sébastien, ce sont deux personnages de romans créés dans les années 50 par Cécile Aubry, qui a fait l'objet donc d'une série télé, ensuite qui a fait l'objet d'une série animée dans les années 80 et d'une trilogie au cinéma à partir de 2013. Au final, les 3 épisodes ont cumulé près de 7 millions d'entrées en salle, un gros succès que l'on doit à nos deux scénaristes invités, Juliette Salle et Fabien Suarez. Sébastien, on avait dit pas dans la chambre, hein. Je sais pas du tout comment ils sont arrivés ici. Vous avez déjà regardé Joseph dans les yeux? Dans son regard, il n'y a que le vide et la mort. Mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne. Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous? On va pas se laisser faire. On va aller la chercher. On va se cacher au Moline. Ils penseront jamais à nous chercher là-bas. Allez, encore un effort. Il faut le tuer. Bonjour Fabien et bonjour Juliette. Bonjour. Alors, nous allons vous interviewer sur 3-4 points. On va commencer un petit peu sur votre parcours en tant que scénariste, le processus créatif en général, votre entrée dans le cinéma, Belle et Sébastien, etc., etc. On va parler un petit peu de tout ça. Alors, pour l'instant, on va commencer sur votre parcours. On va commencer par une question toute simple. Quelle formation l'un et l'autre vous avez suivi pour être scénariste? Est-ce qu'il y a eu une formation quelconque ou pas? Voilà. Réponse. Alors pour être scénariste, en fait, moi j'ai commencé par faire Sciences Po. Ouais. Ah oui. Et puis j'ai travaillé dans la production. Moi j'ai commencé par travailler même dans l'exploitation. Et puis dans la production chez UGC. D'accord. Et puis au bout d'un certain temps, je me suis aperçue que ce qui m'intéressait vraiment, c'était au fond d'écrire, ou plutôt je me le suis avoué. Et donc j'ai quitté UGC et j'ai fait le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, voilà, qui en était à sa 2e année d'existence. Donc c'était beaucoup moins sérieux et professionnel qu'aujourd'hui. Mais c'était un lieu déjà très, très vivant, très intéressant, où j'ai rencontré plein de gens, plein d'apprentis scénaristes. On a beaucoup ri, on a un peu travaillé, voilà, mais ça a été en fait très formateur. Avant ça, encore une fois, j'avais vu beaucoup de films, lu beaucoup de livres et eu très envie d'écrire des scénarios. D'accord. Et toi, Fabien? Moi, de formation totalement différente. Moi, j'ai fait une école d'audiovisuel qui s'appelle l'ESRA, en option réalisation et montage. Et en parallèle, j'étais comédien de café-théâtre. Ouais. Donc j'écrivais, j'étais en duo, donc j'écrivais mes spectacles, je coécrivais mes spectacles, et voilà, donc c'est la formation de scénario que j'ai eue proprement dite, elle était vraiment dans l'école d'audiovisuel, comme la formation de monteur ou la formation de réal qu'on avait. D'accord. Et alors justement, comment ça a démarré pour vous? Quels ont été, on va dire, vos premiers projets rémunérés? S'il y a eu des projets au début rémunérés. Oui. C'est d'abord des projets, ce qu'on appelle on-spec. Moi, j'ai fait en fait... Alors justement, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire. On-spec, qu'est-ce que ça veut dire? On-spec dans le langage? On-spec, c'est-à-dire quand vous écrivez un projet en partant de rien et surtout en n'étant pas payé. C'est-à-dire vous écrivez le projet et après vous allez essayer de le vendre. C'est pas une commande, c'est pas un producteur qui vient vous chercher. D'accord. Donc aux États-Unis en général ils écrivent carrément le scénario, mais en France on peut écrire un traitement de 20 pages, un synopsis de 10 pages et aller essayer de le vendre à un producteur. Sachant que nous on travaille ensemble depuis 8-9 ans, moi je suis scénariste depuis 23 ans, donc j'ai commencé en télé et en télé j'ai d'abord essayé de vendre des projets fantastique, film d'époque, enfin que des trucs qui étaient immontables finalement, et j'ai répondu à un appel d'offres pour une série TF1, et à l'époque les séries c'était des séries de 90 minutes, enfin chaque épisode faisait 90 minutes,
Et je coécrivais avec un jeune homme qui s'appelle Francis Nief, et on a remporté entre guillemets l'appel d'offres. On a écrit un épisode, ça s'est très bien passé, on en a écrit plusieurs, et puis ça a été le pied à l'étrier. J'ai fait pendant 10 ans de la télé, avant de passer au cinéma et avant de rencontrer Juliette ensuite. Et moi, en fait, mon premier scénario, je l'ai écrit en sortant justement du conservatoire. Enfin, du coup, au conservatoire, j'avais déjà écrit avant, mais au conservatoire, j'ai écrit un scénario. Et non, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais des amies qui sont les productrices de Haut et Court, Carole Scotta et Caroline Benjo, et qui ont été parmi les seules personnes à finalement bien prendre mon passage de la production au scénario, à l'écriture. Et qui en fait m'ont dit mais alors tu veux écrire, mais alors t'écris quoi, voilà, qui sont intéressés, qui ont eu l'ouverture d'esprit de s'intéresser à ça et qui m'ont proposé de travailler sur l'adaptation d'un disque en fait qui est Piccolo, Saxo et compagnie. Voilà. Et du coup, j'ai coécrit le scénario avec Isabelle de Catalogne. D'accord. Voilà, donc c'était le premier projet. Pour le disque, enfin pour le cinéma. Pour le cinéma, c'était un film d'animation. Ah oui, non, le film d'animation. Ah oui, c'est vrai, oui. D'accord. C'était l'adaptation du disque d'André Pop. Du disque, oui. D'accord, ok. Mais quand tu discutes avec les scénaristes, tu te rends compte que chacun a à peu près un parcours totalement différent de l'autre. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas à dire il faut absolument que tu commences par faire ça. Voilà, chacun a un parcours différent, donc c'est plutôt encourageant en même temps. Donc finalement, justement, c'est là où on voulait en venir. Quel a été justement l'élément déclencheur qui vous a fait percer dans le métier ? Est-ce que c'est une rencontre ? Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose ? Je ne sais pas si tu peux dire que tu perces dans le métier, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire percer ? Est-ce que ça veut dire ton premier succès ? Auquel cas il faut attendre que ce que tu as écrit soit tourné et diffusé à la télé ou au cinéma. Est-ce que percer, ça veut dire te mettre à en vivre ? C'est-à-dire arriver au bout d'un an et te dire j'ai gagné suffisamment d'argent de par le scénario pour embrayer une deuxième année. C'est très compliqué, percer. Si c'est le premier contrat signé, moi le premier contrat que j'ai signé n'a jamais été... C'était un projet de série fantastique, le truc ne s'est jamais fait. Le deuxième contrat que j'ai signé, c'était un thriller pour M6, le truc ne s'est jamais fait. Ça s'est arrêté au synopsis parce que très vite c'était pas dans le marché. Donc je peux pas considérer que c'est ça qui m'ait fait percer. Et après il y a le premier téléfilm que vous écrivez, enfin moi le téléfilm où Juliette, le premier long, qui là est diffusé, qui marche ou pas, peu importe, mais sur lequel après vous avez quelque chose à montrer. Vous pouvez dire voilà, j'ai écrit ça c'est bien ou pas, ça a été diffusé, ça existe. Je suis identifié en tant que scénariste. C'est pour compléter ce que dit Fabien, il y a un élément qui est très important quand on est scénariste, c'est le temps et la gestion du temps. Et je pense que c'est un grand secret pour durer dans ce métier, c'est d'apprendre à gérer le temps. Et c'est compliqué parce que des fois ça dure très longtemps, on a l'impression que entre l'écriture et le moment où un film se fait, entre le moment où il se fait et le moment où il sort, et savoir gérer ces moments d'attente et gérer aussi l'urgence tout d'un coup parce qu'il faut réécrire une version en urgence, rendre plus vite que prévu, etc. Et cette gestion du temps, cette acceptation finalement du temps, elle est très importante dans ce métier. D'accord. Donc là, on peut considérer, Juliette, que toi, ton premier, on va dire, ton premier succès, c'était Piccolo, Saxo et compagnie. En tout cas, oui, c'est un film c'est le premier film que j'ai écrit qui est sorti et qui a marché. Et après ça, moi, j'ai eu finalement, j'ai enchaîné très très vite. J'ai travaillé avec plusieurs réalisateurs, plusieurs réalisatrices. Ah, donc ça assez vite dans le cinéma. Ouais, d'accord, moi, ça, donc ça a lancé vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Oui, alors est-ce que c'est ce film-là, est-ce que c'est le conservatoire ? Mais c'est vrai que j'ai fait des rencontres très vite avec Bourlem Gerdjou, avec Stéphane Brisé, avec Agnès Merlet. Voilà, et les choses se sont enchaînées assez simplement, je dois dire. Moi, j'ai vraiment eu l'impression, parce que du coup, je suis devenue scénariste peut-être un peu plus tard que Fabien, parce que j'avais travaillé quand même pendant 7 ans dans la production avant. Moi, j'ai eu l'impression de trouver ma place. Donc, peut-être parce que j'avais toute cette expérience d'avant. Voilà, moi, je suis arrivée là et je me suis dit, c'est exactement l'endroit où je veux être. Où tu veux être, quoi. Voilà. Et toi, Fabien, quel film tu pourrais considérer comme ton premier succès, le truc qui a tout lancé C'est le premier, c'est le premier épisode, enfin c'est le premier épisode qu'on a écrit pour une série qui s'appelait Une femme d'honneur, qui était avec Corinne Touzet pour TF1, qui était vraiment du prime time, 90 minutes, qui était, c'est vrai, ça a été vraiment un gros succès.
le truc, c'est pas très intéressant, mais le pilote sort, cartonne, ça bat les records d'audience de TF1, ils en commandent très vite 2. Nous, on est censé écrire le 3e, le créateur de la série écrit le 2e, et en fait, ça se passe très bien avec le directeur de la fiction, qui était Claude de Givray à l'époque, qui est l'ancien scénariste de Truffaut notamment, qui dirigeait la fiction de TF1, et en fait, il aime tellement notre scénario qu'il le fait passer en 2e, et il fait passer le 2e en 3e. Donc déjà, ça c'est une espèce de mini-succès pour nous, et puis le truc passe en audience et profite de la diffusion du pilote. Alors à l'époque, c'était 1 an avant, hein, donc entre le pilote et le 2e épisode, il se passait 1 an, enfin il y avait, voilà. Et derrière, ils en recommandent 2, et puis ils en recommandent, puis nous on embraye, et puis voilà, c'est le principe de la télé qui est... Et puis après, il y a le passage au cinéma, mais qui s'est fait plus tard. D'accord. Ouais, et justement, alors comment il s'est fait ce passage au cinéma ? Ça a été, on va dire, de votre propre initiative de proposer un scénario de long métrage cinéma, ou est-ce qu'on est venu vous chercher pour une commande ? Tu veux dire ensemble ? Oui. Parce que Juliette, elle y était au cinéma, en fait, elle n'en est jamais vraiment sortie. D'accord. Même jamais sortie. Donc ensemble, en fait, Oui, c'est ça, votre premier projet ensemble. On écrit en fait chacun dans des bureaux différents, mais mitoyens à la SACD, qui réserve des bureaux pour les auteurs, et on s'entendait bien et on se fait lire nos scénarios. Et comme des espèces de mini script doctor de l'un de l'autre, et on se fait des remarques sur notre scénario, et puis on aime bien ce qu'on lisait l'un et l'autre, et à un moment on s'est dit pourquoi on n'écrirait pas un projet ensemble, mais pour le coup, à nouveau le terme on-spec, sans aucun producteur, juste pour voir ce qu'on pourrait écrire ensemble. Et on écrit un projet, et le projet, on le signe à Cannes avec un producteur qui était Fidélité à l'époque. Et... Donc ça sert à quelque chose d'aller à Cannes, finalement ? Oui, c'était un peu pour le fun, parce qu'en fait, on avait déjà embrayé le truc, et le mec l'avait lu avant. C'est pas ça d'aller à Cannes. Je dis Cannes pour faire un peu genre comme ça, mais... parce qu'on dit souvent que les projets se font à Cannes, et qu'il faut aller à Cannes, c'est l'endroit où il faut aller pour signer des projets. Ouais, ça c'est pas... Ça c'est une... Ou alors donc, quand tu montes des films à 25 millions et que tu as besoin d'avoir plein de partenaires étrangers, ou de poids... Mais et c'est plus des deals de production, je pense, de vente à l'international, de choses comme ça, que peut-être des scénarios, que des contrats de scénaristes qui signent à Cannes, je pense. Ouais. Mais voilà, ce projet-là nous a fait exister, en tout cas en duo, nous a identifié en duo auprès de Fidélité, qui ont aimé ce qu'on a fait. Le projet s'est pas fait, pourtant on en est hyper fiers, c'est certainement un des scénarios qu'on a écrit dont on est le plus fier. Et le premier qu'on a écrit ensemble, qui s'appelle Léo, qui était une sorte de Billy Elliot, on va dire, à la française. D'accord. Et puis derrière, Fidélité nous a proposé de faire pour le coup un scénario de commande. Et puis voilà, ce qui s'est pas fait non plus. C'est un peu le trajet des scénaristes, c'est quand même 2/3 de tes scénarios, de tes contrats signés qui ne vont pas au bout, et 1/3. Juliette, à un moment, il y avait une étude qui était sortie, c'était assez stupéfiant, parce qu'elle était la scénariste qui avait le plus de conversion entre guillemets entre scénario écrit et scénario tourné, c'est-à-dire quasiment tous tes scénarios. Tu crois ça ? Je suis pas sûre. Si, t'étais la scénariste qui écrivait, quasiment tous les scénarios que t'écrivais se tournaient en fait, mais donc voilà, faut accepter aussi l'idée que les choses ne se fassent pas, ou alors se mettre 10 ans à se faire. Et alors, moi je voudrais revenir sur un terme qu'on emploie dans le métier, c'est quand un producteur il met une option. On dit un producteur a mis une option sur mon scénario, sur ce scénario. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand un producteur il met une option financièrement, ou qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a deux... Est-ce que c'est sur un synopsis, un traitement ? Alors ça dépend, c'est peu importe, mais il y a deux termes, c'est-à-dire qu'il y a la prise d'option en télé, qui permet aux producteurs d'aller chercher, d'aller démarcher les chaînes. Je te prends, voilà, tu as un concept, tu m'as fait un synopsis, je prends une option et je vais aller tester le marché, donc aller voir M6, aller voir TF1, voilà. Et au cinéma, il n'y a pas vraiment de prise d'option, c'est-à-dire que tu signes un contrat où il n'y a pas vraiment de prise d'option. Non, j'ai pas l'impression. Au cinéma, c'est plutôt des options sur des œuvres préexistantes, des options sur un livre, ou sur une BD, ou sur ce genre de choses. Et dans ces cas-là, c'est une manière pour le producteur de se garantir les droits pour une durée limitée, par exemple pour 1 ou 2 ans, en payant juste 10% de la somme finale. Ouais, voilà, et donc c'est un moyen, c'est exactement ce que décrivait Fabien, c'est un moyen d'aller démarcher ou de lancer une écriture sans payer entièrement les droits du livre. Et du coup, ça permet de
financer des scénaristes pour qu'ils puissent écrire l'adaptation. Ouais. Et ensuite, on lève l'option et le producteur achète réellement les droits du livre au moment de la mise en production. D'accord. Je pense que ce que tu veux dire par option, c'est qu'en fait, en fonction du document que tu as et que tu présentes au producteur, il te paye beaucoup moins si tu amènes un traitement. Il va peut-être lancer un développement ou il va te payer un peu pour le traitement. Donc en te payant un peu, il te signe un contrat. En te signant un contrat, tu lui cèdes tes droits. Et donc, une fois que tu lui as cédé tes droits, il peut avoir envie, par exemple, d'aller chercher un réalisateur, de dire, voilà, ce traitement-là, j'ai pas envie de payer X milliers d'euros pour passer au scénario, j'ai envie déjà qu'il y ait un réalisateur d'attaché, donc je vais payer un peu le scénariste, ça va me permettre d'obtenir les droits de son traitement. De son travail, d'avoir voilà. l'exclusivité. Mais il n'y a pas une notion de temps, il n'y a pas une notion, c'est plus en télé. Ah oui, voilà, il n'y a pas une notion de temps. Alors. Si, mais elle est longue, c'est 4-5 ans, donc d'accord, j'ai l'impression que c'est plus en télé que ça fonctionne sur ce principe-là des options pour aller tester un peu le marché. D'accord. Alors au cinéma, on parle souvent de réseau, il faut avoir un réseau, etc. Alors avant d'aborder des questions un petit peu plus techniques sur l'écriture, est-ce que vous pouvez nous dire juste 2 mots sur l'importance du réseau dans le cinéma ? Est-ce que pour vous ça a été primordial ? Est-ce que vous aviez un réseau à la base ou pas du tout ? Est-ce qu'il faut se construire un réseau ? Parce qu'on dit souvent que tout repose sur une rencontre, voilà. Oui. Oui, tout repose sur une rencontre parce que je pense que clairement, être scénariste, c'est faire partie d'un très long processus qui va aboutir à la fabrication d'un film. Ouais. Et je crois que pour qu'il y ait un beau scénario, il faut qu'il y ait ce que les Américains appellent le meeting of the minds. Il faut qu'il y ait une rencontre d'inconscients pour que tous les inconscients des gens qui travaillent sur le film se retrouvent. Donc oui, les rencontres, elles sont importantes, mais je pense qu'on les fait assez naturellement. Moi, je sais que c'est pas très moderne, mais je crois assez peu au fait de se créer un réseau de manière artificielle. Ouais. Je crois que la vie, elle vous mène à des rencontres Ouais. et que ces rencontres, elles peuvent être, elles sont fructueuses ou elles le sont pas, mais moi j'ai du mal à croire au réseau. Oui, Non, mais genre c'est le mec qui se fait un réseau. Oui, c'est-à-dire, j'ai un peu du mal à y est-ce que croire. vous avez dû aller à des soirées pour essayer de rencontrer la bonne personne ? pas comme ça que ça s'est fait, quoi. Non, mais voilà. la pierre angulaire du réseau, c'est ton travail. C'est-à-dire que c'est soit tu vas faire je reprends, on peut parler que nous, parce qu'encore une fois, je pense que chaque carrière est très différente. Oui, Donc bien sûr, chacun bien sûr. a fait des rencontres différentes. Juliette, elle parlait de Carole Scotta chez Oécourt, qu'elle connaissait avant et qui l'appelle aux sorties de son école. Moi, c'est pas pour mon passage au cinéma, c'est le créateur de la série que j'avais fait donc le premier épisode de La Femme d'honneur, donc Eric Christie, le créateur, qui est un peu mon parrain dans le métier, qu'on contacte pour faire un script doctoring sur un long métrage de cinéma. Il n'a pas le temps et il pense à moi et il m'appelle en disant tiens, est-ce que tu veux le faire ? Et donc moi, comme je voulais passer de la télé au cinéma, j'ai accepté de le faire. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un réseau ou est-ce que c'est la qualité de votre travail qui fait que le créateur de la série vous rappelle ? Moi, je pense que c'est le travail au départ, c'est réussir aussi à faire lire un maximum le travail qu'on fait à un maximum de gens, à des producteurs. Et il y a bien un moment où, si c'est pas un producteur, parce que les producteurs ils vous lisent pas au départ quand vous n'êtes pas connu, ça va être un directeur littéraire qui va être aussi jeune que vous et qui va vous appeler en disant c'était pas mal ce que tu fais, et qui va repenser à vous. On en entend des caisses d'histoires de gens qui ont été rappelés parce qu'ils avaient envoyé des projets qui ne s'étaient pas faits des années auparavant et qu'on repense à eux tout d'un coup dans un agenda et qu'on les rappelle. Je pense que c'est plus comme ça que ça marche que faire des soirées. Mais je suis nul en soirée. Donc Après ça, moi je pense qu'il y a des gens sûrement qui arrivent à aller dans des soirées, à aborder des des gens. qui arrivent à se vendre. Après ça, il peut y avoir chez certains scénaristes une certaine timidité, ce qui est mon cas. Ouais. Donc moi, alors là, c'est très difficile pas trop pour votre moi truc. de faire ce genre de choses. Mais voilà. Mais de faire le commercial. Le commercial, en gros. Alors, là, on passe au processus créatif. Une fois que vous avez trouvé l'idée d'un film, comment vous procédez ? Est-ce que vous êtes du genre à faire des plans précis de la structure ? Comment vous vous lancez dedans ? Est-ce que c'est les grandes étapes habituelles, synopsis, traitement, etc. Comment ça se passe ? Quand vous avez l'idée, vous voulez vraiment écrire le scénar, comment vous procédez ? En fait, ça dépend de là où t'en es dans ta carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ayant fait quelques films, on est un tout petit peu identifié. Donc, quand on a une idée, on a tendance à très vite essayer d'arriver avec un pitch
Donc un pitch, c'est être capable de raconter votre histoire en 1, 2, 3, 4 minutes. Il y a les personnages, il y a un trajet, il y a une idée, on peut pressentir le ton, l'histoire, mais ça peut se raconter quelque part presque à l'oral. Vous connaissez des producteurs, donc vous pouvez aller leur pitcher, et de ça peut se déclencher un intérêt ou pas. Quand vous êtes moins connu, c'est très variable. En fait, ça dépend de la période à laquelle vous tombez. Si vous avez du temps, des fois, nous, on se dit, le premier projet, pour reparler vraiment, puisque je sais qu'il y a beaucoup de jeunes scénaristes qui peuvent regarder sur le premier projet, on est parti sur un traitement. Il se trouve que Juliette connaissait le producteur qu'on visait, entre guillemets. Et donc on s'est dit on va faire un traitement d'une 10aine de pages. On s'est mis à écrire, le truc nous passionnait, on avait des idées, on n'a pas été avare et on a fini avec un traitement de 25 pages. On était parti pour un document de 10 pages et on a fini sur un traitement de 25 pages parce qu'on avait des choses à raconter, que les choses s'enchaînaient. Donc on n'est pas parti en se disant il faut que ça fasse 2 pages, il faut que ça fasse 25 pages. Il n'y a pas de règles établies, gravées dans le marbre. Non, je sais que c'est chiant de dire ça, mais non, en fait, il n'y a pas de règles. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui vient avec l'expérience. Je pense qu'avant, en tout cas moi, c'était très important pour moi d'avoir ces étapes très concrètes, très construites, avoir d'abord un cadre, savoir comment ça commence, comment ça finit, avoir les actes, avoir ce genre de choses. Travailler un peu sur toute cette matière de structure avant de se lancer, on va dire, dans l'écriture. J'ai l'impression qu'en vieillissant et en ayant plus confiance et plus d'expérience, on est plus capable finalement de partir en se disant, en se racontant une scène, en se disant juste telle chanson, ou tel décor, ou telle image, ou tel comédien, et puis voilà. Et puis de construire les choses de manière du coup beaucoup moins structurée, mais comme ça, de manière plus impressionniste, par touche, et du coup de pas forcément commencer par le commencement, mais parfois de se dire peut-être qu'on va commencer par la fin, on va écrire un dialogue, on va voir, et d'avoir cette confiance et cette liberté-là. Voilà, qui est pas forcément une chose facile au début, parce qu'on est un peu inquiet de se dire, mon Dieu, est-ce que mon histoire elle est là, est-ce que j'ai assez, est-ce que j'ai trop, voilà. Pour pas forcément brider peut-être l'imagination ou l'inspiration du moment, quoi. D'essayer de tout lâcher, de mettre sur papier tout ce que traverse l'esprit. Moi, il y a une anecdote assez intéressante, c'est un truc dont je reparle souvent quand je rencontre des jeunes scénaristes. Je fais 10 ans de télé, je décide de passer au cinéma, j'arrive au cinéma, je suis personne. On repart de zéro. À la rigueur, quand vous faites de la télé, vous êtes à l'époque, plus maintenant, mais à l'époque, vous êtes étiqueté, oh là là, c'est la télé, c'est TF1, c'est du polar, ça n'a rien à voir, nous. Et j'ai une idée avec un pote co-auteur d'une comédie. Et on vise un des plus gros producteurs de comédie à l'époque, qui s'appelle Christian Fechner, qui est décédé depuis. Mais on se dit, le mec nous connaît pas, c'est pas avec des polars de TF1 qu'on va pouvoir être identifié, comment on va faire? Et on a une idée, moi je trouve que ça c'est un truc qu'on peut conseiller à des jeunes scénaristes, parce que les jeunes scénaristes ne sont pas identifiés, on ne sait pas le ton qu'ils mettent. Évidemment, le cinéma français cherche beaucoup de comédie, donc c'est pour ça aussi que je raconte ça. Et on décide de faire avec ce co-scénariste les 20 premières pages du scénario, et après mettre à suivre, et après un synopsis qui raconte la suite de l'histoire sur 4-5 pages. Et on a signé chez Christian Fechner là-dessus, qui était vraiment notre premier producteur, et il nous a dit... Le document que vous avez rendu m'a séduit parce que sur les 20 premières pages, vous avez réussi à me faire marrer et à montrer le rythme du film, et sur les 5 pages de synopsis qui racontaient la suite, le déroulé de la suite, j'ai compris qu'il y avait une histoire et qu'elle tenait la route. Et ce mix-là, finalement, a permis pour un jeune scénariste comme moi, qui n'était pas du tout identifié, de dire voilà le style de comédie qu'on a en tête et le ton qu'on veut. Alors, sur la coécriture, puisque vous écrivez à deux, comment ça fonctionne? Alors, comment vous travaillez? Vous travaillez dans la même pièce, vous travaillez à des timelines différentes, comment est-ce que vous partagez les scènes? Comment ça se passe quand vous écrivez à deux comme ça? Non, on travaille ensemble en fait. On travaille vraiment ensemble. En fait, Fabien et moi, quand on s'est rencontrés, il y avait quelque chose qui était très complémentaire dans l'écriture. On vient pas du tout des mêmes milieux, on vient pas du tout des mêmes cultures, on va dire. Et donc il y a quelque chose qui est très complémentaire, et c'est comme si on avait, c'est ce que je dis souvent, c'est comme si on avait 2 filtres très différents. Pour filtrer la réalité, pour filtrer la fiction. Et du coup, quand on superpose ces 2 filtres,
c'est comme si le tamis était encore plus serré et c'est comme si les idées qui en découlent étaient meilleures finalement parce qu'elles sont deux fois plus testées. D'accord. Et donc voilà, et donc non, on travaille ensemble, on travaille souvent sur le même ordinateur, Ouais. en se prenant en s'arrachant en le s'arrachant clavier des mains, voilà. le truc. Ouais, c'est vraiment ça. Euh, En étant tordu comme ça. Il y en a pas un, par exemple, qui écrit de son côté, je sais pas, la séquence 2, l'autre la séquence 3, et hop, on s'envoie les machins, on s'envoie les scènes. Non, c'est pas Ou alors comme ça que quelqu'un ça qui se passe. écrit les dialogues et l'autre Ouais. plus l'action. En fait, on s'est rendu compte très vite qu'on n'était jamais aussi bon que quand on était vraiment tous les deux ensemble. pour Il y a des fois, il y a des moments où, pris par deux projets, on s'est dit, bon bah tiens, tu vas écrire le traitement de ça pendant que moi je vais écrire la deuxième version de ça. Et en fait, très vite, on arrêtait et on se disait, non mais attends, tant pis, on se prend une semaine sur ça et une semaine sur l'autre, mais il faut qu'on soit ensemble. Et en plus, ça nous permet de, bon, ce que disait Juliette, de tester, mais aussi on joue les scènes ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a un qui écrit un dialogue, l'autre il le lit. Et il le juge tout de suite, mais il le juge pas de manière négative. Parce qu'aussi, il y a un truc qui fonctionne bien entre nous, c'est qu'il y a pas, on a banni l'ego. Alors, Donc, il y a pas- c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Est-ce qu'il y a-t-il des soucis d'égo? Mais forcément, il y en a. Il y a Mais mais c'est c'est pas pas des je soucis. crois que c'est plus des soucis d'ego, je dirais, parce que je pense qu'on a eu des soucis d'ego et je pense qu'on en a plus. Et en revanche, on a des grandes discussions, voire des grandes disputes, parce qu'on n'est pas d'accord. Ça. Ah, d'accord. Mais ça, ce qui est super, c'est avec l'expérience, c'est de se dire, mais finalement, s'il n'est pas convaincu, c'est que c'est pas bien, c'est que c'est pas assez D'accord. bien. Si Et au l'un fond, l'autre n'est pas convaincu, il faut que c'est- j'arrive à le convaincre, quoi. Il faut D'accord. que j'arrive à le convaincre Ouais. parce que tant qu'il n'est pas convaincu, au fond, je sais que ça veut dire que c'est pas assez bien. D'accord. Et que si ça veut dire que ça y a un truc qui marche pas, il y a un truc qui est pas. S'il bloque, c'est qu'il bloque. Voilà, c'est qu'il y a un truc. Ouais, je Voilà. n'arrive pas à convaincre. Et donc on discute beaucoup et on Après, se ouais. dispute forcément. après, on s'arc-boute. C'est constructif. C'est très C'est constructif constructif. et on s'arc-boute jamais sur nos propres idées. En général, quand l'autre les challenge en disant j'aime moyen, d'abord on dit jamais j'aime moyen, mais quand l'autre les challenge, on essaye toujours de revenir avec une version 2.0. C'est-à-dire de pas dire non, mais je t'assure, c'est ça, il faut que ce soit ça. C'est dire ah oui, il faut que ce soit ça, mais alors dans ces cas-là, on pourrait peut-être faire ça. Et l'autre, il dit jamais j'aime pas cette idée. Ouais, ouais. Il dit ouais, mais tu trouves pas que ça fait bizarre cette fin? Et donc, donc du coup, on re-challenge, on réouvre tout le temps la boîte à outils et on ne bloque jamais les scènes en disant c'est ça et c'est pas autrement. C'est ça, Oui, ça au moins comme ça, vous laissez Ouais. toujours une espèce de petite porte ouverte. Ouais. Et justement, alors quand vous vous asseyez pour travailler à votre bureau, combien de temps vous travaillez par jour quand vous vous mettez à l'écriture, à peu près? Est-ce qu'il y a un nombre de pages que vous fixez par jour? Ouais, par ou exemple, un ou alors nombre. vous n'êtes pas du tout comme ça, c'est Non. plus le bordel. On se fixe des moments du scénario. Ouais. On se dit, voilà, là, ce serait bien qu'on arrive à la rencontre entre machin et machin, ou à l'accident de bidule et trucs. Mais on se fixe pas des nombres de pages. On suit pas les noms. Et puis quand même, l'écriture de scénario, c'est quand même c'est une sacrée escalade. Ouais. Donc c'est impossible de se fixer des objectifs quand même, hein, parce que dans l'ensemble, on sait qu'on peut commencer un matin et puis s'apercevoir que rien ne tient de tout ce qu'on vient de faire depuis quelques semaines et de repartir de zéro. Donc D'accord. c'est compliqué de se fixer comme ça. C'est un D'accord. peu... Mais disons, on va dire qu'en moyenne, on est très efficace le matin. Donc on bosse 3-4 heures le matin de façon certaine. Après, il y a un gros coup de mou. Et, Après le déjeuner. celui-là, il Toujours est, ce fameux moment. Voilà. Et en général, on peut, si on a l'énergie, en fonction des délais qu'on a et tout ça, reprendre un coup. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un truc qui fonctionne très bien entre nous, c'est que parfois on s'isole, on part à la campagne, C'est ce que j'allais dire. et ça c'est très efficace. J'ai l'impression, on entend souvent ça, les scénaristes ils partent à Ouais, la c'est ce que campagne. disait Guillaume, et C'est c'est ce que disait disait Guillaume, Ouais, c'est ce que voilà. fait par exemple, je sais pas, un écrivain comme King qui des fois va s'isoler pour écrire ses romans aussi. Hein, On entend souvent que les scénaristes ils partent à la campagne Ouais. pendant 3 jours pour y mettre un sacré coup et peut-être écrire, je sais pas, 20 pages. Oui, parce que ça, forcément, l'isolement, ça vous sépare de toutes les petites choses du quotidien qui sont à la fois des obligations, mais aussi des tentations. C'est terrible de travailler chez soi, hein, parce qu'on a Ouais. toujours envie de Ouais. faire une machine ou de faire une un musique, gâteau. ouais. Et voilà, c'est Faut le autant. gâteau dans la machine. Non, mais c'est autant. Pour moi, c'est autant finalement parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la diversion, quoi, évidemment. Et c'est sûr que quand on part, on part, donc il y a plus de. Faut plus s'occuper des enfants, faut plus. Voilà. On a un truc qui est pas C'est mal, ça. le fait de travailler à deux sur un seul ordi, c'est que déjà on a
peu près, on a encore les téléphones, mais on a réussi à peu près à contourner le problème d'Internet. Parce que quand vous êtes sur le texte et que vous êtes à deux, vous n'avez pas la même énergie au même moment. Donc on va pas se mettre sur la page Facebook parce que ça opacifie le scénario et du coup on peut plus bosser. Donc éventuellement il y a le téléphone, mais déjà on arrive plutôt à être concentré. Après, l'isolement, on a eu des périodes où on s'est dit attends là, putain, faut qu'on se ressource un peu, qu'on aille voir des films, qu'on sorte un peu plus parce que on tourne un peu en boucle. Un plein processus d'écriture de scénar sur des gros films, ça vous est arrivé ça? Non, parce que quand on part sur des films, c'est hyper passionnant. Donc on est plongé et c'est la tête dans le guidon. Ouais. Le syndrome de la page blanche, ça vous arrive, parce que ça arrive à beaucoup d'écrivains, ça arrive à beaucoup de scénaristes aussi. Est-ce que vous, ça vous arrive? Est-ce que du coup, s'il y en a un qui est un peu en panne d'inspiration, l'autre peut rattraper? Comment ça se passe ça? Moi, j'ai jamais fait ça. Non. Si, il y a des moments où on n'est pas très inspiré. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moments où c'est... Pour moi, le syndrome de la page blanche, c'est que c'est des choses qui sont pas très intéressantes qui sortent, quoi. C'est des choses qui sont un peu plates, un peu convenues, un peu dont on se dit que ça ne décolle pas. Mais j'ai l'impression que de toute façon, l'écriture, c'est du travail. C'est ce que je pense tous les gens qui écrivent disent, et qu'au bout d'un moment, la discipline et le travail, ça finit par faire naître, des idées. Non, ce qu'on a pu avoir, par contre, c'est le syndrome du problème pas résolu, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves face à un problème, tu passes la journée, tu t'arraches les cheveux, tu t'engueules et tout ça, et à la fin de la journée, le problème n'est pas résolu, et tu te dis, putain, merde, j'avais prévu dans ma tête d'aller jusqu'à la rencontre de bidule et machin, et j'ai été bloqué par ce problème-là, et je suis pas content, et je sais que je vais devoir m'y remettre, et tout ton timing change dans ta tête, parce que c'est vrai que nous, on aime bien des fois se mettre des timings. Bon, il bouge, faut être assez souple, mais on aime bien se mettre des timings en disant voilà, dans 3 semaines, on aura un traitement. Voilà. Et alors justement, si vous bloquez, est-ce que vous passez, vous bloquez sur une scène ou la résolution d'une scène, est-ce que vous passez à la scène d'après, une scène suivante pour y revenir plus tard, quoi? Oui. Ou après ça dépend. Je sais pas si ça se pose en termes de scène. C'est plus des évolutions de personnages, c'est plus des actions, c'est plus et des choses comme ça. C'est difficile de les laisser de côté parce que c'est quand même ça engendre des conséquences. Voilà, exactement. Donc donc vaut mieux le résoudre tout de suite. Et est-ce que vous passez par une phase de documentation assez longue avant d'écrire, de vous lancer dans l'écriture du scénario? Quand, par exemple, vous devez faire une adaptation, forcément... Pas assez longue, à mon sens. Moi, je trouve ça serait bien de pouvoir donner aux scénaristes les moyens de se documenter plus longuement. En général, on le fait en parallèle. J'ai l'impression plus en parallèle de la mise en place, parce que ça crée des idées, donc on les note, donc la mise en place de la structure, la mise en place des personnages. On fait un peu ça en parallèle. On n'a jamais vraiment fait de s'isoler... 15 jours. Après ça, quand on écrit Spirou, on relit les BD, donc est-ce que c'est de la documentation? Je ne sais pas, mais quand on voit Belle et Sébastien, on ne s'est pas revu toute la série, par exemple. On n'a pas fait les 3 saisons, on ne s'est pas revu les 3 saisons. Mais après, tu te documentes tu vas sur Internet, voir des décors de montagne, voir la taille d'un patou, ce genre de trucs. Alors, ça, il y a une chose dont on parle pas là, et qui me paraît importante, c'est que là, ça donne l'impression qu'on écrit toujours seuls tous les deux. Mais ça nous arrive d'écrire avec des metteurs en scène, avec des réalisateurs. Mais ça, justement, je vais y venir après. D'accord. Mais oui, justement, je voulais y venir par rapport à... Mais alors surtout par rapport à Belle et Sébastien. Mais c'est peut-être arrivé avant. Non, j'ai l'impression que c'est arrivé depuis. Voilà. Et pour le coup, notamment par exemple avec Alexandre Coffre sur Spirou, ou sur d'autres films qu'on écrit en ce moment, on travaille, on écrit avec le metteur en scène. Voilà. Donc on passe des journées entières à discuter des scènes et à coécrire. Ce qui parfois peut sembler un peu effrayant parce qu'évidemment on est 2 face à 1, mais qui dans la réalité, dans la pratique, s'avère plutôt très... Ça fait pas 2 voix contre une quand même. Non, il y a pas cet esprit-là, quoi. La voix du réalisateur, elle compte double. De toute façon, ça fait 2 contre, ça équilibre. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est vraiment possible. Il y a quelque chose de, pour le coup, le fameux l'inconscient collectif, il fonctionne très bien aussi à 3. Ce que tu disais au début, quoi, le côté. C'est cette idée de cette espèce d'objet qu'on a chacun dans nos têtes, d'objet scénario qu'on a dans la tête. On se le partage très bien à 3, ça fonctionne très très bien. Voilà, on l'a fait avec plusieurs metteurs en scène. D'accord.
Alors, justement, on va parler un petit peu de Belle et Sébastien, puisque bon, c'est quand même un gros succès en France. Alors, c'est une franchise culte en France, donc on se souvient, il y a eu la version animée dans les années 80, et pour les plus anciens, donc il y a eu la série, que je ne me trompe pas, la série télé de Cécile Aubry dans les années 60, et les livres aussi, où elle avait créé des personnages de l'univers et tout ça. Alors, comment tout ça a démarré ? Est-ce que c'est vous qui avez envie de faire ça ? Est-ce que c'est un producteur qui est venu vous chercher ? C'était une commande ? Ça a démarré comment, Belle et Sébastien ? Ça démarre sur un truc assez rigolo. On est en train de passer un coup de fil avec un producteur. Et je ne sais plus pourquoi on parle des séries de notre enfance. On était en haut-parleur, donc on était tous les deux en train de parler, et Juliette se met à chanter le générique de Belle et Sébastien. J'ai chanté, moi. Ouais. Et je me rappelle très bien de la série, de la série des années 60. Ouais. Oui, de Et la qu'on série entend en donc noir et blanc. Qu'on entend dans le Qui a générique été de fin, reprise dans le générique de fin avec la voix finalement, de Juliette. Donc. avec la voix de Zaz. Oui, Et du coup, et le producteur tilte dessus. Et il dit moi j'adorais aussi Belle et Sébastien. On se met à discuter, on lui dit voilà, nous ça pourrait faire un super film, la liberté, le gamin, la nature, l'amitié avec le chien et tout ça. Et puis on se renseigne après des droits qui étaient chez Gaumont. Et on fait un projet d'adaptation qu'on présente au producteur. Le producteur nous dit super, et on va voir Gaumont. On fait une chose très... on fait une chose importante dans ce projet d'adaptation, c'est que la série, donc elle a été diffusée dans les années 60 et elle se passe comme ça, fin des années 50, début des années 60, dans la montagne. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, le producteur il nous dit qu'il faut moderniser, quoi. Faut moderniser tout ça, parce que les années 50, les années 60, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait. Et en fait, la bonne idée qu'on a eue, c'est que pour moderniser, on a eu l'idée de le mettre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, de le déplacer, revenir encore plus loin. de revenir, on est encore plus revenir en loin, arrière. mais c'était une très bonne idée. Qui était une idée qui du coup permettait d'avoir d'avoir narrativement des leviers de suspense et d'action qui étaient forts. Parce qu'en fait, ce qui nous motivait, le souvenir qu'on avait, nous en tout cas, de la série, que du coup, moi je regardais la série en noir et blanc quand j'étais petite, Fabien était plus sur le dessin animé. Moi, je me souviens très très bien de cette image du petit garçon de Mehdi en pyjama qui s'enfuit dans la montagne la nuit. Ouais. Et moi, je me souviens, j'étais toute petite et je me disais, mais c'est incroyable la liberté de cet enfant, quoi. C'est incroyable, ça existe quelque part dans ce monde. Il y a des enfants qui la nuit sont en pyjama, tout seuls dans la montagne, et en fait, ça n'inquiète personne, quoi. Et ils vont très bien s'en sortir. Et je pense que c'était un des éléments du succès de ce film. C'est que je pense que c'est un film qui racontait la vie d'un enfant ou la liberté d'un enfant qui n'était pas sous surveillance permanente. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants, tous nos enfants sont beaucoup sous surveillance. Ouais. Et donc, voilà, c'est juste pour dire que cet élément, cette idée qu'on a eue de le moderniser en le déplaçant dans le temps, mais finalement dans le passé, je pense a beaucoup fait pour que Il y avait un autre aspect aussi, c'était un aspect visuel, c'est qu'on n'avait pas du tout envie des remontes-pentes, des téléphones portables, des blousons de ski fluo et de tout ça. On voulait une pureté qui permette de raconter une histoire tendue, la Deuxième Guerre mondiale, en plus l'occupation, enfin voilà, tout ça. On peut avoir des antagonistes intéressants, les nazis et tout ça. D'ailleurs, c'est ce qui est super intéressant dans le premier film, c'est justement ce truc un peu paradoxal de la Seconde Guerre mondiale, donc de la dureté de l'époque. Et avec cet enfant, avec cette histoire super touchante, la liberté et tout, donc c'est plutôt, voilà, non, bah ouais, ça c'est bien. Et non, mais alors du coup, on va dire pour le premier film de Belle et Sébastien, est-ce que vous êtes inspiré d'un épisode en particulier ? Vous avez fait un mélange ? En fait, ce qu'on fait, c'est que spontanément, on prend une feuille quand on se dit on va faire une note d'adaptation, on prend une feuille et c'est ce qu'on a appelé après nous dans les interviews et tout ça, l'ADN de Belle et Sébastien. C'est on note tout ce qu'on se rappelle et tout ce qui nous a marqué. Donc le petit gamin en pyjama. Sans forcément les revoir. Au départ, sans les revoir, parce qu'on les commande et en fait, avant de les recevoir, on se fait ce travail-là. Et donc c'est, il y avait le grand-père, le chalet, la montagne, la neige, le chien, le gamin. On se rappelle vaguement qu'il y avait Angelina qui était aux alentours, mais à l'époque on se rappelait plus vraiment ce qu'elle faisait dans la série. Voilà, on se note tout ça et on se dit voilà, ça c'est la base autour de laquelle on va construire.
Et après, on a revu le premier épisode de la première saison. On a dû revoir un bout d'un épisode, je suis même pas sûr que ce soit le deuxième. Et voilà, et l'idée, c'était vraiment d'emprunter ces personnages et de les emmener dans une histoire totalement originale. Alors comment ça s'est passé justement la co-écriture avec Nicolas Vanier, parce que Nicolas Vanier c'est un réalisateur qui faisait, qui a fait Le Dernier Trappeur, qui a fait beaucoup de films, on va pas dire films, enfin c'est pas des documentaires, c'est vraiment des films dans la nature, etc. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il vous a apporté quelque chose à l'écriture? Est-ce que ça a été un plus de l'avoir en co-écriture? Ce qui nous apporte, Nicolas, quand on va le voir avec un traitement, et ce qui nous apporte quand il rentre dans la coécriture, c'est sa connaissance de la nature. Ouais. C'est-à-dire qu'il sait qu'à telle saison, il y a tel animal, que ça se passe comme ça. Et il apporte d'abord, il apporte sa passion de la nature. C'est-à-dire que c'est pas un faiseur qui arrive avec une opportunité de faire un film pour Gaumont. C'est vraiment un type qui adore la montagne, qui adore la neige, qui adore les chiens, et qui du coup, tout d'un coup, voit une fiction qui parle de tout ça. Et donc il nous a apporté ça. Nous on apportait les personnages, la dramaturgie, et lui il apportait peut-être un peu ce sentiment d'authenticité, j'ai envie de dire, de véracité, de crédibilité dans l'écriture. D'accord. Quand on adapte une œuvre donc comme Belle et Sébastien, est-ce que on puise aussi son inspiration dans d'autres œuvres pour peut-être agrémenter le récit avec d'autres influences, ou alors on est vraiment focalisé sur l'esprit même pour préserver l'esprit même de la série, on est focalisé que sur ça, ou alors est-ce qu'on va puiser un peu à droite à gauche dans d'autres genres, d'autres œuvres, d'autres films, ou d'autres même d'autres films, ou même d'autres films. Alors il y a une grosse influence sur Belle et Sébastien 3. Ouais. Qu'on avait même mis dans le scénario, c'est La Nuit du Chasseur. D'accord. C'est-à-dire qu'on a vraiment écrit Belle et Sébastien 3 en se disant... alors c'est assez drôle parce que on arrive chez Gaumont avec, je reviens sur Belle et Sébastien, on arrive chez Gaumont avec le projet d'adaptation de Belle et Sébastien. Sidonie Dumas, qui nous a fait confiance et tout ça, regarde le truc, dit Deuxième Guerre mondiale, ah oui mais en même temps c'est vrai que ça va faire de la tension, des méchants, tout ce qu'on s'était dit. Et nous d'emblée on est hyper enthousiastes par le truc, on n'a pas du tout ce côté c'est un vieux truc qu'on va faire revivre. Nous ce qui nous intéressait, ce que disait Juliette, c'est le petit gamin, la liberté, et d'emblée on lui dit voilà, nous ce qu'on voudrait c'est faire une trilogie. Ah d'accord, parce que justement j'allais vous demander, c'est est-ce que et on dit, t'avais pensé oui, on dit voilà, on fait une trilogie, on garde le même gamin et on fait en gros la grande idée c'est d'avoir les 3 âges de l'enfance en fait. D'accord. Avoir un moment où l'enfant a 7 ans, on va dire que c'est l'âge de raison, le début de la conscience vraiment, avoir un autre film où l'enfant a 10 ans et puis un dernier film où l'enfant a 12 ans. Et puis en gros, après ça, c'est le début de l'adolescence et c'est autre chose, c'est une autre histoire. Quoi. C'est ce que vous leur avez dit à Gaumont, c'est-à-dire vous l'avez pensé, vous êtes arrivé, vous avez dit voilà, nous on a pensé un peu comme une trilogie quoi. Aussi parce que la série qu'avait créée Cécile Aubry était aussi comme ça en 3 parties. En 3 saisons. Donc en 3 saisons, donc il y avait quelque chose là-dedans dans le talent qu'elle a mis dans cette série. Il faut quand même le dire, à l'époque Cécile Aubry elle est auteure de la série, elle est réalisatrice, elle est comédienne, elle joue au début de chaque épisode, ce qui n'est pas forcément son meilleur rôle, et elle est productrice aussi, hein. On parle encore une fois de la fin des années 50 en France, c'est rarissime quoi, une femme qui maintient ça, et sincèrement la série elle peut se revoir avec énormément de plaisir. Ça a un petit peu vieilli, il y a quelque chose de désuet, mais il y a quelque chose qui tient très très bien la route quoi. Donc elle est forte cette série, c'est une belle œuvre, hein. Et la super réaction de Sidonie Dumas chez Gaumont, c'est de dire on va déjà faire un film et on verra. C'est ce que j'allais te demander. Et on verra ce qui se passe. Et ce qui est super finalement, ça nous a pas du tout coupé les ailes, c'est qu'on a tout mis dans le premier film. C'est qu'on s'est dit, ça se trouve, il n'y en aura qu'un. Du coup, mais donc du coup, allons-y, lâchons-nous, et commençons pas à penser à des arcs sur une trilogie et tout ça. Ouais, vous n'avez pas signé pour 3 films. Non, attendons d'abord de voir je ne sais pas si ça existe d'ailleurs de signer sur des trilogies. Je pense c'est rare. Peut-être aux États-Unis sur les grosses franchises ou comme ça, mais d'abord attendons le succès. Et alors justement, le premier succès. Et là, vous partez directement sur l'idée de la trilogie, ou encore vous dites bon, faisons déjà étape numéro 2. Étape numéro 2. Étape numéro 2 pas, on pense pas. On pense pas forcément. Non. Et alors, c'était une volonté de qui de changer de réalisateur pour chaque épisode Pour rappel, on va dire, le premier c'est Nicolas Vanier, le deuxième c'est Christian Duguay, et le troisième c'est Clovis Cornillac. Exactement. C'est venu assez naturellement, parce que je crois que quand on fait un succès sur un premier film, tourner une suite pour un réalisateur, c'est pas forcément
finalement revisiter, se remettre dans les mêmes chaussons. Pour un mec comme Nicolas Vanier qui avait d'autres projets, il n'avait pas forcément envie de faire ça. Nous, on trouvait ça bien, l'idée d'avoir... c'est pas un truc, honnêtement, qu'on avait pensé, parce qu'on n'avait pas pensé tout de suite à faire le deuxième film et tout ça. Donc, pour le coup, là, le travail était beaucoup plus difficile, parce que là, vous démarchez un réalisateur en lui disant, il y a déjà eu un premier, t'arrives sur le deuxième, le premier est un succès, donc t'as un challenge qui est... il faut faire aussi un autre succès sur le deuxième. Donc c'est plein de trucs qui freinent beaucoup le désir du réalisateur. Donc là, on est arrivé carrément avec un gros séquencier. Parce qu'on était avec un mec très à l'anglo-saxonne comme Christian Duguay qui savait lire les séquenciers. Les séquenciers, c'est comme le scénario. Il y a toutes les séquences qui sont décrites, mais il n'y a quasiment pas de dialogue ou très peu. Donc c'est un document qui ne fait pas 100 pages, mais qui en fait plutôt 50. Et lui, il sortait de Japlou. Et il voit le truc, enfin on l'appelle pour dire Belle et Sébastien 2, le producteur l'appelle, il dit il dit voilà, Belle et Sébastien 2, qu'est-ce que je vais faire avec Belle et Sébastien 2 ? Et le fait est qu'on avait écrit un film d'aventure, là où le premier est un film d'aventure, mais le deuxième était, là pour le coup c'était une vraie volonté, c'était de changer un tout petit peu de genre et d'aller vers un vrai film d'aventure. Et ça l'a passionné quand il a lu le truc, il a dit 2 ou pas 2, je m'en fous, je fonce avec vous. Et pour le troisième... On avait écrit un rôle, dans le scénario du troisième film, on avait écrit un rôle de méchant, assez redoutable. Et en fait, on a pensé tout de suite à Clovis Cornillac. En écrivant, on pensait à Clovis, pour jouer le rôle. Et en fait, quand le producteur a lu le scénario, il nous a dit, mais pourquoi on ne lui propose pas de le réaliser, en fait, Clovis. Clément Misrec, le producteur. Et donc ça s'est fait comme Belle et Sébastien, c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, il a eu l'idée, et ce qui était une très bonne idée, d'aller voir Clovis en lui disant, voilà, il y a le rôle, mais il y a le film. Tu fais les deux. Et évidemment, même problème, Clovis, il arrive, il y a déjà eu 2 films, qu'est-ce que je vais aller faire un troisième ? Sauf qu'il y a un truc qui est vachement intéressant dans le troisième, c'est qu'on boucle la trilogie. C'est-à-dire, on n'aura pas de quatrième. Donc il a son rôle de méchant qui l'intéresse, il y a la référence de La Nuit du Chasseur qui le passionne, et derrière, il sait qu'il va boucler des personnages. Et ça c'est assez passionnant, c'est vrai, quand on y réalise. Et donc, alors justement, tu dis La Nuit du Chasseur pour le 3e épisode, et le 2e épisode, est-ce qu'il n'y a pas une inspiration du côté de Indiana Jones, je sais pas, enfin bon, comme c'est un peu plus aventure, on va dire, est-ce qu'il y a un film en particulier ou pas, quoi ? Je sais pas si c'est Indiana Jones, parce que nous, au-delà du film d'aventure, le 2e, c'était aussi la découverte du père, enfin, c'est le gamin qui retrouve son père. Donc Star Wars. Voilà, c'est ça. Ou Indiana Jones 3. Mais voilà. Mais non, est-ce qu'on avait une référence sur le 2 ? Pas spécialement. Non. Et justement, alors par exemple, on va dire, pour le premier Belle et Sébastien, la première version du scénario, on va dire la V1, donc, en combien de temps vous l'avez écrite ? À peu près. Vite, en fait. Assez vite, Assez vite. Encore une fois, on est parti d'un traitement qui était plutôt pas mal, qui racontait bien l'histoire. Et on a écrit la version avec Nicolas Vanier très vite, en fait. Je dirais. 2-3 mois, En 2-3 mois. D'accord. Et globalement, sur les 3 films, est-ce qu'il y a eu de grosses différences entre ce que vous avez écrit ? Parce qu'on dit en général que les scénaristes se font charcuter leurs films au montage, avec le réal, etc. Est-ce que c'est votre cas ? Sur Belle et Sébastien, est-ce qu'il y a eu des gros changements ? Pas du tout. C'est même pas vrai en général. Et les metteurs en scène, c'est pas des charcutiers. Non, c'est des gens qui... Non, tu parlais plus des producteurs. Des producteurs, alors, ni peut-être. Ni les producteurs. Non, c'est des gens Ils changent pas trop les trucs. Mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, je pense que si... Nicolas, il avait coécrit avec nous, donc il était, je pense, très heureux du scénario qu'il avait entre les mains. Et je pense que Christian Duguay et Clovis Cornillac étaient aussi... très heureux du scénario qu'ils avaient, et ils l'ont et l'un et l'autre je pense amplifié et lui ont donné beaucoup d'ampleur, franchement, chacun à leur manière, ils ont vraiment fait des films très beaux. C'est ce qui fait qu'on est fiers des 3 films aussi, c'est que vraiment il y a sur l'écran ce qu'il y avait sur la page, quoi, magnifié effectivement comme dit Juliette par le réalisateur. Bien sûr. Et vas-y. Oui, magnifié, et puis avec des idées de tournage, des idées de comédiens, un scénario, ça peut être une œuvre, mais c'est aussi un outil. Donc c'est aussi quelque chose, c'est la pierre angulaire du film, mais c'est aussi quelque chose qui va... Qui peut bouger, mais c'est pas qui peut, qui va. Oui, qui va bouger, qui doit bouger, qui se métamorphose au contact de
de tous les gens qui vont travailler avec, qui vont travailler au service aussi de ce scénario. Et c'est une chose très importante, ça, hein, que ce soit pas quelque chose de figé ou quelque chose de parfait. C'est pas du tout l'idée. C'est quelque chose de vivant. Autrement, ça fait des films morts et ça, c'est pas bien. Donc, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, les trois metteurs en scène, chacun à leur manière, ont vraiment... voilà, ils sont emparés de cette histoire, ils sont emparés de ces personnages et ils les ont portés vraiment très haut. Et ça s'est passé de la même façon pour Spirou aussi ? Alors Spirou, c'est encore différent. Spirou, on est appelé par le producteur, il y a un scénario qui existe, il a déjà les droits de Spirou, il n'est pas content du scénario et il nous appelle, parce qu'on le connaît bien, parce que c'est Fidélité avec qui on avait commencé à bosser, et il nous demande de faire un script doctoring sur le scénario qui avait été écrit. Et on fait un script doctoring, et en fait, pris dans... les BD qu'on aimait bien, l'univers qui nous plaisait, pareil, on se pose sur une page ce que ça nous inspirait sans relire les BD, Spirou, c'est quoi, c'est qui, c'est des films d'aventure, c'est machin. On fait un script doctoring, mais on fait plus qu'un script doctoring, on était censé rendre 10 pages, et en fait on en rend 20, et sur les 20, il y en a 10 où on dit que pour nous devrait être l'adaptation. Au-delà de dire, il y a un problème dans ce script-là, nous, en plus, on dit, nous, on ferait ça. Et ça plaît beaucoup à Marc Missoni et Olivier Delbos, et ils nous disent, on veut que ce soit vous qui écriviez la nouvelle version. D'accord. Et donc, du coup, mais du coup, vous êtes retapé les albums de Franquin, ou comment ça s'est passé là, pas que de Franquin, que... non, pas que de Franquin, on s'en est retapé pas mal. C'est vrai. On s'en est retapé pas tous, honnêtement, parce que... Pareil, on voulait être vierge, j'ai l'impression. Ah ouais, d'accord. Alors, vous connaissez bien l'univers? Ouais, on connaissait, on les avait lus petits. C'est comme Belle et Sébastien, quoi. Parce que c'est pas évident, quoi, de réadapter Spirou. On l'a vu récemment avec l'adaptation de Gaston Lagaffe. Quand on veut adapter Franquin, on a vu que c'était quand même compliqué. On peut se dire, Spirou, est-ce que ça va pas être... Alors même si ça fonctionne moins sur un système de gag comme Gaston Lagaffe, et Spirou c'est plus des aventures à part entière, mais on peut se dire, est-ce que ça va pas être un peu casse-gueule, tout ça? Comment... Il y a pas des doutes qui viennent à ce moment-là sur des adaptations comme ça? Si, je me rappelle, c'est ce qui était assez drôle, c'est qu'on disait, il y a beaucoup de coups à prendre dans ce truc-là, mais c'était le challenge qui nous intéressait. Après, Spirou, il y a un avantage, contrairement à Gaston Lagaffe, à Tintin ou à Astérix, c'est que c'est déjà beaucoup d'adaptations différentes. C'est-à-dire que sur les 50 et quelques albums... C'est pas que Franquin, quoi. Il y a pas de... à part le point commun de se dire c'est Spirou et Fantasio, il y en a où il n'y a pas ce pipe, il y en a où ils sont pas en costume, il y en a où ça se passe à notre époque, il y en a où ça se passe pas à notre époque, il y a les one-shots, les trucs en un seul volume. Donc il y a déjà beaucoup d'adaptations, il y avait déjà des univers très différents les uns des autres. Donc on aborde la dernière partie de cette vidéo, on va parler un petit peu plus technique. Est-ce que justement quand vous écrivez, vous utilisez un logiciel particulier style Final Draft? Ou pas du tout, ou alors c'est... Si, on utilise Final Draft, oui. Ouais. Et en quoi c'est un bon outil Ça vous aide vraiment? Ça va plus vite, j'ai l'impression. Oui, bien sûr, ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est très... c'est très facile à manier et ça va beaucoup plus vite. Quoi. Oui, ça c'est certain, ça formate tout de suite les... Voilà, c'est dans le bon format du scénario. Non, c'est un bon outil, ça c'est ça. C'est un logiciel qui donne des informations sur les personnages, enfin qui peut donner des informations, on va dire, de pourcentage de présence de personnages. Ça peut. Voilà, Alors pour le coup, ça on l'utilise pas du tout. Nous, on n'utilise que le formatage au sens ça va vous inscrire le nom du personnage au bon endroit, le bon format pour les dialogues et le bon format pour les didascalies. Voilà, nous ça s'arrête là. Pour la mise en forme, enfin la mise en page. La mise en page, voilà. Pour la mise en page, on va pas dans ces... dans ces histoires quantitatives de qui a parlé combien de fois voilà. Non, pas du tout. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez des règles selon la longueur des scènes, justement? En général, aux États-Unis, ils disent qu'une page égale 1 minute. Oui, c'est ce qu'ils... Oui. Ils sont assez stricts sur ces trucs-là. En fait, dans la réalité de nos scénarios, c'est pas du tout le cas. C'est pas vraiment ça, quoi. Non, parce que ça dépend vachement de qui minute, de qui réalise. Un film comme Belle et Sébastien 2, où il y a beaucoup plus de description de l'action, je pense qu'il est beaucoup plus court pour une même durée que Belle et Sébastien 1. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de règle. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Je crois que les plus beaux grands films ont sûrement des durées de scène pas du tout.
Voilà, formaté. Homogène, ou voilà. Enfin, pas de règle forcément à ce niveau-là. Après, tu sais que si tu sors une V1 à 115 pages, t'es un peu long. Voilà, tu sais que t'as quand même des limites à pas franchir. Oui, on dit souvent ça, que les V1 elles doivent faire 90 pages, 100 pages maximum. Pourquoi on dit ça ? Parce que je pense que le scénario il va s'enrichir après certainement, et que c'est aussi une manière de rassurer les gens qui vont lire. C'est-à-dire que tu as un scénario qui est quand même un tout petit peu formaté. Je pense que c'est plus valable dans ce sens-là que dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense que si tu auras un scénario de 80 pages, ça va moins inquiéter les gens que d'avoir un scénario de 120 pages. Parce que 120 pages, c'est 120 pages. T'as beau écrire que des dialogues dans les pages, et ça a beau être... Alors, il y avait une anecdote nous, qu'on aime bien raconter, c'est sur Social Network, c'est ça ? Où en fait Aaron Sorkin sort un scénario, je crois, de 180 ou 200 pages, et il se le mange. Je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais le scénario de Social Network. De Social Network. Et donc tout le monde lui dit c'est trop long. Et en fait, lui, il dit non, c'est pas trop long. Ah oui, je la connais. Et il paraîtrait qu'il a enregistré le scénario, la lecture du scénario, qui faisait 1h30 pour montrer le débit. Parce que c'est vrai, quand on voit la première scène de Social Network, le mec parle à une vitesse dingue. On veut bien croire que la page, ça fasse 3 pages au scénario, et qu'en fait ça représente 30 secondes à l'écran. Donc voilà. C'est vrai que le mec il a un débit de parole. Quelle a été pour vous la scène la plus difficile à écrire ? Tout scénario confondu. Est-ce qu'il y a une scène qui a été très difficile à écrire ? Limite même sur Belle et Sébastien. Est-ce qu'il y a un truc techniquement qui a été une scène, vous avez vraiment galéré, vous avez buté ou buté, on a buté sur plein de scènes. Enfin voilà. Oui, il n'y a pas une scène en particulier. C'est pas venu. Moi, il y a c'est pas une anecdote, mais un truc qui a été difficile, mais grâce à Christian Duguay, c'est la géographie des choses. C'est-à-dire qu'il nous a beaucoup challengé, comme il y a une histoire de feu de forêt, il y a une sorte de progression d'avion qui s'écrase, en fait ça a déclenché un feu, mais les pompiers sont à un endroit, mais machin. Il nous a beaucoup challengé sur expliquez-moi, faites-moi une carte des environs, de comment ça s'est passé. Et donc ça nous a beaucoup challengé. À chaque fois on reprenait le scénario parce qu'on se disait ah oui, il a raison, en fait les mecs peuvent pas venir de là. Et peut-être ça se voit pas dans le film, mais en tout cas, lui, il avait besoin de cette logique-là, et finalement, ça aidait la fluidité et la logique du scénario, de se dire, bah oui, si les pompiers ils sont à tel endroit et que le vent se lève, ça va amener le feu dans tel sens, donc il faudrait que le vent soit comme ça, donc... et lui, ça l'aidait à filmer, et il avait, dans les bureaux de prod, une carte des environs, il bosse beaucoup comme ça, et c'est vachement intéressant, et ça, c'était, on se prenait la tête quand même pas mal sur la géographie. D'accord. Après, sur des scènes, il y a des dizaines de scènes qui sont, pour différentes raisons, compliquées à écrire, toujours. Est-ce que vous avez, sûrement oui vous en avez, mais alors quelles sont vos inspirations ? Est-ce que vous avez des scénaristes que vous adorez, des réalisateurs que vous adorez ? Est-ce qu'il y a des trucs, voilà, est-ce que vous pouvez m'en citer 2-3, je sais pas, des maîtres à penser, des réalisateurs ? Moi j'aime beaucoup un duo de réalisateurs et de scénaristes qui s'appelle Billy Wilder et Lou Diamond. Voilà. J'aime beaucoup La Garçonnière. Je trouve que c'est un film qui n'a pas pris une ride. Et je trouve que c'est un film qui est très très moderne. Voilà, c'est vraiment un mélange d'émotion et d'humour et de sens. Voilà, je pense que c'est des films qui ont un sens très très fort. Et c'est vraiment des lumières dans la nuit pour moi, ces films-là. Ce film-là notamment, c'est vraiment un... D'ailleurs, ils le jouent au théâtre en ce moment, je crois. Ah, ils ont fait, ils ont fait une adaptation au théâtre, La Garçonnière. Moi, je veux pas aller le voir. Tu préfères garder l'adaptation de Wilder Ouais, voilà. Pour moi, Billy Wilder et encore une fois, Lou Diamond, qui était son scénariste et qui est brillant, quoi. Enfin, voilà, c'est brillant et c'est... voilà, moi, ça me touche énormément. Il y en a d'autres, sinon, d'autres réals, d'autres scénaristes après ça, il y en a plein d'autres. Il y a Charlie Kaufman, qui pour moi est aussi... voilà, un espèce c'est celui qui a écrit Dans la peau de John Malkovich et Adaptation. Eternal Sunshine, je crois. Eternal Sunshine et Adaptation, c'est lui. Et Adaptation, c'est lui, qui est réalisé même par... Tu sais, c'est Adaptation, c'est sur le scénariste, je crois qu'il y a Nicolas Cage. J'ai adoré ce film. C'est affreux. Oui, il joue les deux rôles. Oui, il joue les deux rôles, Donc Charlie Kaufman, il y en a d'autres, et Fabien.
Moi j'aime beaucoup Aaron Sorkin, je trouve Ouais. que ce qu'il fait dans tous ses films est vraiment le stratège, c'est vraiment dément. West Wing c'était vraiment très très bien. Après moi je suis plus rentré dans le cinéma soit par l'animation, par Walt Disney, et par toute la génération Scorsese, Spielberg, Coppola, voilà. Donc je pourrais pas ressortir de noms de scénaristes, je pense plus des noms de réalisateurs. Ouais. Mais non, j'ai pas de... Puis Star Wars. Bah, faut pas avoir honte. Hein. Ah bah, on est à bon attends, Star Wars. Il y a aussi, ça, voilà. Ah, non, mais Laurence Kasdan, c'est un excellent scénariste. Hein. Mais c'est très variable. Kubrick, j'adore absolument le cinéma de Kubrick. J'adore Soderbergh. Voilà, c'est... Ouais. J'ai pas de marotte particulière. Alors, bon, dernière question, sur quoi vous travaillez en ce moment? Voilà, quel est votre prochain projet? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ou alors est-ce que c'est secret défense? Je ne sais pas. Non, rien n'est secret. non, on a plusieurs scénarios terminés et pas encore tournés. D'accord. Voilà, il y en a un qui est l'adaptation de L'Appel de la forêt de Jack London, Très bien. qui devrait se tourner en anglais au Canada. Et puis... Production américaine alors ou... Production américaine. Non, française. Franco... Ouais. Non, française. Franco-canadienne, parce que Franco-canadienne, forcément, d'accord. mais française, D'accord. c'est SND qui finance le film. D'accord. D'accord. SND, ouais. C'est... M6, enfin, c'est M6. Ouais. Groupe M6. Ouais. D'accord. on a un autre projet qui est l'adaptation d'une BD qui s'appelle Le Teckel, qui était une BD qui avait été écrite par Hervé Bourris. Mhm. Et sur ce film-là, comme sur L'Appel de la forêt, en fait, on a un petit peu évolué dans notre rôle. On essaye d'évoluer un petit peu. C'est-à-dire qu'on essaye d'avancer vers quelque chose qui serait ce qu'on pourrait appeler une production artistique. C'est-à-dire d'essayer d'avoir un apport sur le film, pas seulement au stade du scénario, mais de le conserver un peu tout au long de la fabrication du film, pour être comme ça un petit peu garant d'une vision ou d'un désir. Et donc sur cette BD qui s'appelle Le Teckel, en fait, ça a été écrit par l'auteur de la BD, qu'on a un peu aidé, qui s'appelle Hervé Bourris, et puis Benoît Graffin, qui est le réalisateur d'Encore Heureux, qui est intervenu sur le scénario, qui l'a pris en main, qui devrait le réaliser. Voilà. Bon, Et on a un dernier projet Là qu'on écrit, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre écossaise qu'on a dénichée et qu'on écrit avec Olivier Babinet, qui est le réalisateur de Swagger, qui était un super documentaire. Enfin, il a fait d'autres films, mais son dernier film était Swagger. D'accord. Téléphone, je sais pas si c'est incroyable. Et donc notamment sur ce film-là, sur cette adaptation, on écrit à 3 avec Olivier. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on parlait du travail avec les réalisateurs. Et Ouais. on a écrit avec Benoît Graffin. Et aussi, on avait sur écrit le avec Teckel. Benoît Graffin sur Le Teckel. D'accord. Voilà. Alors voilà, la toute petite tradition dans cette vidéo, ce petit podcast, c'est en gros, en fait, comme vous voulez, soit vous regardez la caméra, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous regardent, notamment des jeunes qui démarrent dans le métier et tout ça. Si vous aviez un ou deux conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer et qui a des petites notions en scénario, mais voilà, qui sait pas trop comment faire, est-ce que vous auriez un ou deux conseils à lui donner? Allez-y. Ne faites pas ce métier. Ne faites pas ce métier surtout. Voilà. Surtout faites ce métier. Ouais. Faites ce métier. Ouais. Si c'est votre place, vous allez être très très heureux, quoi. C'est un métier formidable, merveilleux. C'est le plus beau métier du monde, sincèrement. Voilà. Après ça, il faut y être à sa place. Il faut pas y être frustré. Je crois que c'est la pire. C'est le pire défaut qui guette les scénaristes, c'est la frustration. Voilà. Et je pense que si on est frustré dans ce métier-là, il faut en changer. Mais si on n'est pas frustré, c'est le plus beau métier du monde. Ça, j'en suis persuadée. Fabien? Moi, je dirais, n'arrêtez pas d'écrire. C'est-à-dire, écrivez tout le temps. Je pense qu'il faut toujours avoir ce réflexe de la pratique de l'écriture. Et puis, ça va un peu de pair, mais essayer en tout cas quand on démarre, on parle des jeunes scénaristes, mais de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir un projet phare, par exemple, mais c'est bien aussi d'écrire d'autres choses, de pas attendre des mois la réponse d'un producteur sur un projet et d'en avoir déjà un autre en tête. Je pense que c'est important pour l'émulation et ça permet de continuer à travailler et de continuer à écrire tous les jours. C'est vraiment une gymnastique aussi. La pratique de l'écriture, elle est hyper importante.
Eh ben merci beaucoup à vous deux. Et donc on rappelle que Belle et Sébastien 3 sort en DVD, Blu-ray je crois, incessamment sous peu. Donc Belle et Sébastien 3, réalisé par Clovis Cornillac et surtout écrit par Juliette Salle et Fabien Suarez. Voilà, merci. Voilà, nous espérons que ce deuxième épisode de Secret de scénariste, le podcast de la Guilde, vous a intéressé, vous a passionné, vous a appris plein de choses. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de la Guilde des scénaristes. Allez vous abonner, c'est très important. Il y aura des vidéos qui seront uploadées régulièrement. Allez découvrir également le nouveau site internet de la Guilde des scénaristes où vous trouverez plein de contenus intéressants et surtout plein d'informations sur l'actualité des scénaristes français. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Les Cousins Folland Cinéma, et oui, où on fait énormément de critiques de films et de vidéos thématiques en tout genre. Secret de scénariste épisode 2, le podcast de la Guilde, c'est terminé. À très bientôt.